nommé. Point nommé. Point nommé. Hippolyte Group. Point nommé. Point nommé. Hippolyte Group. Point nommé, Hippolyte Group. 15-20 Labdacide. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission à point nommé. Aujourd'hui, nous recevons Camille-Olivier Verseau, auteur qu'on ne présente plus, docteur en kairozoologie, diplômé de la faculté de Lys, également intervenant dans le cadre de séminaires proposés par l'association Discussion sur le OU. Et également en préparation, en première année je crois, on en parlera peut-être, d'un DUT en frichologie. Et alors, ce qui nous intéressera peut-être plutôt aujourd'hui, consultant à l'antenne régionale des Hauts-de-France dans géologie. Bonjour Camille. Bonjour Hippolyte. Alors, dans ce parcours étonnant et ma foi un emploi du temps plutôt rempli, on peut le dire, vous avez des activités diverses et variées qui pourtant ont un lien, vous allez nous en parler. Alors évidemment la frichologie, tout le monde sait ce que c'est, la kairozoologie on en parle très souvent. Ce qui nous intrigue, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui et qui sera en lien avec l'œuvre dont on parle, c'est l'angéologie. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Tout à fait. Discussion sur le OU, frichologie, c'est toute la question du rapport à l'espace. Oui. Kairozoologie, c'est la question du temps opportun, comme chacun sait, chacune le sait. Donc, la réflexion des angéologues, c'est une façon, bien sûr, en opposant la condition humaine à celle des anges, d'articuler la question de l'espace et du temps. Une des grandes questions en angéologie, c'est, ça va vous faire sourire peut-être, combien d'anges peuvent se tenir sur la tête d'une seule épingle? La réponse étant une infinité, car le corps, peut-on encore parler de corps? Le corps d'un ange, quelles sont ses dimensions? Quel est son volume? Aucun. Ce sont des corps non incarnés. Pour mieux comprendre que le corps humain est toujours situé dans le temps et dans l'espace. D'accord. C'est un drôle de corps qui n'a rien à voir avec le nôtre. Un drôle de corps. Revenons sur cette expression de drôle de corps. Puisque nous parlions des anges, voilà, l'ange existe, on le sait tous. L'ange est ailé, l'ange se déplace, l'ange est en mouvement continu. Et alors, dans ce livre, nous avons un personnage ailé qui lui est immobile. 15-20 Labdacide nous raconte ou traite de la rencontre entre Édipe et la sphinge. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette sphinge? Alors, j'aime beaucoup votre façon d'entrer dans la question de la rencontre entre Édipe et la sphinge, puisque vous avez parlé de l'immobilité, et de fait, la sphinge se tient aux portes de Thèbes, et c'est sa présence aux portes de Thèbes qui fera sortir Laios, le roi, de Thèbes pour aller consulter l'oracle, lui qui s'interroge sur « mais que fait ce monstre à la porte de chez moi, en quelque sorte ?» Par ailleurs,
se tenant toujours à la même place, la Sphinge, étant vaincue par Oedipe qui résout son énigme, fera entrer le fils de Laios, donc Édipe, fera entrer dans Thèbes Édipe et l'élèvera sur le trône en lieu et place de son père, auprès de Jocaste, sa mère. Ouais. Donc, immobilité de la Sphinge qui suggérait que la Sphinge existe, puisqu'elle intervient dans les relations et dans cette narration. C'est une question à laquelle j'apporte ma réponse. Je dirais que la Sphinge, je parlerai de la non-existence double de la Sphinge. Je dirais la Sphinge n'existe pas au sens où elle n'est pas un être. C'est un catalyseur de rencontres. C'est une provocation des événements eux-mêmes, provocation au sens de les appeler, les faire advenir. Ce n'est donc pas un protagoniste de l'histoire, c'est un être qui fait que d'autres êtres se rencontrent, donc en un sens un non-être. Et du coup, ce personnage n'est pas incarné? Est-ce qu'il est incarné? Est-ce que le sphinx ou la sphinge, incarné en plusieurs êtres finalement, n'est incarné en aucun? Ce qui me frappe beaucoup, voyez-vous, ce sont les différentes représentations que nous trouvons de la sphinge selon qu'on se réfère à la tradition grecque ou la tradition égyptienne. Et donc, rappelons-le. Rappelons-le. La sphinge est un être hybride, donc un corps, un tronc de lion, des ailes de rapace et une queue de serpent. Il y a ce buste féminin, ce visage féminin. Il y a ces seins. Est-ce que le visage, on peut se le rappeler parce que j'en ai pas le souvenir, le visage change en fonction de la personne à qui on parle? Est-ce que le sphinx est miroir? Pas du tout. Alors, c'est ainsi que je le vois. Alors, non pas tellement peut-être en fonction de l'individu humain qui s'adresserait à elle, car combien de Thébains sont morts faute d'avoir résolu l'énigme de la sphinge. Donc, elle en a rencontré les Thébains. Et c'est une grande et grave question de se demander, de savoir quoi. Pourquoi était-ce Oedipe qui devait résoudre son énigme? Passons, pour l'instant. Nous y reviendrons, je crois. Donc, des visages humains, elle en a vu. Mon idée, tout simplement, c'est que la sphinge, étant un être hybride et animal exclusivement, se manifeste aux humains en prenant une apparence humaine. Point. Et les monstres? Il n'y a pas de monstre. Il n'y a pas de monstre. Alors vous allez finir par vous demander, mais qu'est-ce qui est et qu'est-ce qui existe? Je viens d'expliquer que selon moi, la sphinge n'existe pas, mais qu'elle fait se rencontrer ceux et celles qui existent. Les monstres, pas davantage, n'existent, au sens où est monstrueux celui ou celle que je monstre du doigt. Montrer, démontrer. Démonstration. Monstration, monstrueux. Monstruosité. N'est monstrueux que cet être que je questionne, que je soupçonne, que j'indexe de mon doigt. Alors, il semblerait qu'il y ait une sorte d'objectivité à la monstruosité de la sphinge, au sens où c'est un être hybride, 3 êtres en un. 3 êtres simultanément, mais de ce point de vue, l'humain, ce qui est dit dans l'énigme de la sphinge, pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas la solution de l'énigme, qu'ils la cherchent. Qu'ils la cherchent, qu'ils fassent l'épreuve de rencontrer.
pas quelque chose ou un être, mais un miroir pour les êtres que nous sommes, qui nous renvoie à notre propre monstruosité. Car l'humain n'est pas moins monstrueux qu'une sphinge. Peut-être qu'on peut parler du parcours de l'écriture, du travail Ah, de cette œuvre qui comporte certes un texte, mais également quelques photographies. Vous n'êtes pas seul à avoir travaillé sur cette œuvre. Je regarde là, on a les modèles, dont vous-même, en Édipe. Racontez-nous. mais avec plaisir. Car cette question qui doit avoir des échos personnels que je n'élucide pas, de la rencontre entre Édipe et la Sphinge, avait déjà retenu toute mon attention lorsqu'un jour j'ai découvert le tableau, enfin découvert une reproduction, car le tableau lui-même de Gustave Moreau. Et alors, comme il y a eu rencontre Oui. entre Édipe et la Sphinge, il y a eu rencontre entre vous et deux artistes. Donc vous pouvez nous parler peut-être? Oui, il est grand temps de parler de mes collaborateurs et collaboratrices. Donc, à point nommé, je nommerai Étienne Bureau, photographe, Oui. et Laetitia Quadra Samudio, modèle. La demande, la commande, la recommandation, voire à certains moments le commandement, dirais-je, d'Étienne Bureau, ça a été réécris-moi tout ça. Réécris-moi quelque chose sur la rencontre entre Oedipe et la Sphinge. Parce que le texte préexistait? Le texte concernait spécifiquement le tableau de Moreau Oui. et l'ami Étienne, car nous sommes amis. L'ami Étienne m'a demandé de penser sans support spécifique, enfin, sans me référer à telle ou telle représentation de la scène, et elles sont nombreuses. Un corps à corps entre Oedipe et la Sphinge, puisque voilà, c'était aussi son coup de maître et ce coup de théâtre, quoi. Alors que Ingres les avait, Oedipe et la Sphinge, représentés à distance l'une de l'autre, Moreau les représente Corps à corps. Voilà, l'une sur l'autre, avec des griffes, donc celle de la Sphinge, qui tiennent encore l'étoffe qui masque la nudité d'Oedipe, mais dont on comprend qu'il suffirait qu'un ongle, etc. Bref, pour que Oedipe apparaisse dans dans son entière nudité. Alors, puisqu'il est toujours question de rencontre, il est grand temps d'aller rencontrer, à point nommé, Gustave Moreau, dont vous nous parliez tout à l'heure. Allons-y. Oui, ce corps à la verticale, qu'on devine, qu'il faut imaginer sous le vêtement qui masque partiellement la nudité d'Oedipe, on voit bien le sein dardé pointant vers celui d'Oedipe, on voit la couronne de la reine, on voit Jocaste, uni d'ores et déjà à son propre fils. On le voit clairement. Merci, Camille. Merci pour cette analyse qui conclut la présentation que vous nous avez faite de 15-20 lattes d'acide. Nous pouvons passer, je pense, maintenant aux questions du public. Je voulais savoir, pour le berger, il y a un berger, non? Pourquoi vous en parlez pas? Oui, je commencerai par dire qu'on ne peut pas parler de tout. Néanmoins, votre question
elle me semble au centre. Au centre, et même, je dirais, du point aveugle de ma propre réflexion. Ce que vous pointez, je crois, c'est la distorsion entre le cours des choses et le discours, ce qu'on en dit, et la distorsion, donc, entre le décalage, tout simplement, entre le fait survenant dont le berger, dans la tragédie de Sophocle, est non seulement témoin et acteur, l'écart donc, le décalage entre le fait et le témoignage, l'annonce. L'annonce qui sera faite par le berger survenant à la cour de Thèbes et témoignant du fait que Oedipe est cet enfant que le berger a sauvé. Ce qui provoque la reconnaissance d'Oedipe par lui-même, reconnaissance qu'il est cet homme qu'il cherchait, à savoir l'assassin de son propre père et l'amant de sa propre mère. Ouais, bonjour, je m'appelle Félix. Je suis étudiant au lycée agro à côté, je suis en BTS. Et en fait, bah, je m'intéresse beaucoup à l'art aussi et je voulais savoir, dans le tableau de Moreau qu'on vient de voir, est-ce que vous parlez pas de l'arbuste par exemple et je voulais savoir si c'est un symbole ou si, enfin, je sais pas. Très bonne question, merci de nous l'avoir posée, merci. On laisse donc la parole à l'auteur, à vous, Camille. L'arbuste. Alors, bon, alors l'arbuste. L'arbuste. Alors, l'arbuste, c'est un figuier. On sait on sait le symbole de la figue. C'est un symbole sexuel. C'est l'organe génital, masculin, féminin, devant, derrière. C'est sexuel. Ouais, en gros, l'arbuste, c'est du cul, la sphinge, c'est du cul, Jocaste, c'est du cul. En fait, comme d'hab, quoi, c'est que du cul, quoi. De toute façon, moi j'ai l'impression que psycho, philo, euh, même peinture, art en général, c'est du cul, du cul, du cul, du cul, quoi. En fait, c'est que du cul tout le temps, quoi. Bon, je vais pas dire j'aime bien, mais bon. Alors, tout cela est très gentil, mais je ne sais pas si des gens s'intéressent encore à la littérature. Pour ma part, j'ai trouvé deux textes dans ce manifeste d'Alessandro Barrico qui permettraient de conclure cette émission. Peut-être qu'Hippolyte et Camille pourront me confirmer. Je vais vous en lire deux extraits. Le premier, les créatures mythiques sont des produits artificiels à travers lesquels les humains annoncent à eux-mêmes quelque chose d'urgent et de vital. Ce sont des figures dans lesquelles une communauté de vivants organise la matière chaotique de ses peurs, convictions, souvenirs ou rêves qui habitent un espace mental que nous appelons mythe. L'avoir conçu et en prendre soin quotidiennement comme de sa propre demeure est l'un des principaux gestes par lesquels les humains s'assurent un destin ou le reconnaissent. Et le dernier extrait que je vous offre, si ça intéresse. Rien de plus trompeur que d'utiliser le terme mythe comme synonyme d'événements irréels, fantastiques ou légendaires. Le mythe est ce qui agrège une poussière de faits dans la silhouette d'une figure lisible. En un sens, c'est ce qui porte l'indistinction de ce qui arrive à la forme accomplie, de ce qui est réel. C'est un phénomène artificiel, certes, un produit de l'homme. Mais confondre artificiel et irréel serait une erreur stupide, car le mythe est peut-être la créature la plus réelle qui soit. Je vous remercie.
Merci de nous avoir suivis sur cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à Point Nommé pour parler de rencontrologie et d'hermesthétique. Merci Camille. Il y a sur Terre un être à 2, à 3, à 4 pieds, et qui n'a qu'une voix. Il change de nature seul entre tous ses cuisses. Il change de nature seul entre tous ses cuisses. Il change de nature seul entre tout ce qui se meut ici-bas, ou rampe, ou traverse l'air et la mer. Mais lorsqu'en marchant, il s'appuie sur plus de pieds, ça s'élève. Mais lorsqu'en marchant, il s'appuie sur plus de pieds, la célérité de ses membres diminue. Sa marche en est ralentie. There is one being on earth who walks on 2, 3, 4 feet and has one voice only. It changes its nature among all who move here below, or crawl, or traverse the air and sea. But while walking, leans on more limbs, which become slower. Its pace slackens. Who is the Sphinx? The offspring of the incestuous Echidna, united with her son Artos, a two-headed dog. What is the Sphinx? No, what is the Sphinx? No, what is the Sphinx? The riddle of the Sphinx.